Le grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous et à toutes, heureux de vous rejoindre pour ce journal. À la une de l'actualité, Victor Benoît répond à l'appel à la démission de son parti pour protester contre les bavures du président Martelly. Le social-démocrate a quitté son poste de ministre des Affaires sociales ce jeudi. Plus que 48 heures avant la tenue du premier tour des législatives en Haïti, le gouvernement, le CEP et le Sénat tentent de rassurer face aux inquiétudes liées à la sécurité et invitent les électeurs à prendre le chemin des urnes. Le ministère de la Santé publique inquiet face au taux d'enfants infectés par des vers intestinaux qui affectent entre autres leur capacité d'apprentissage, comme le révèlent les résultats de l'enquête nationale de prévalence des ailes métiases intestinales. La piètre performance des écoles du département de l'Ouest aux examens du bac 2015 préoccupe les responsables du ministère de l'Éducation nationale. Ils ont discuté avec des responsables d'écoles publiques et privées en vue de trouver les raisons et solutions aux problèmes. Coup d'œil à l'étranger, contradiction dans les déclarations sur la découverte de débris d'avions retrouvés à La Réunion. Les familles des victimes de la disparition de la Malaysia Airlines ne cachent pas leur frustration. Inauguration en grande pompe de l'élargissement du canal de Suez par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ce projet doit faire passer les revenus de 5,3 milliards de dollars à 11,7 milliards en 2023. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante, Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Victor Benoît a répondu à l'appel à la démission lancé par la fusion des sociodémocrates haïtiens. L'ex-ministre des Affaires sociales a remis sa lettre de démission au chef du gouvernement Evans Paul ce jeudi. Décision qui survient en guise de protestation de la fusion contre les bavures du président Martelly ces derniers temps, notamment son insulte à l'égard d'une citoyenne amiragoine le 29 juillet dernier au cours d'un meeting électoral en faveur du parti au pouvoir PHTK. Selon la demande de la fusion, la démission de deux autres membres du gouvernement appartenant au parti, la ministre à la condition féminine, Yves-Rose Morquette, et le secrétaire d'État de l'alphabétisation, Mozart Clérisson, devraient suivre incessamment. Plus que 48 heures avant la tenue du premier tour des législatives en Haïti, face à l'inquiétude exprimée par plusieurs organisations de la société civile concernant une éventuelle faible participation au scrutin, le gouvernement tente de rassurer et appelle la population en âge de voter à aller accomplir son devoir citoyen dimanche. Selon le porte-parole du gouvernement, Rothschild François Junior, l'administration Martelly-Paul, le Conseil électoral provisoire et les partenaires internationaux d'Haïti ont accompli leur part dans la réussite du processus électoral. Seul l'apport de la population manque pour que tout soit complet, a indiqué le ministre de la Communication.
effectivement, donc élection a fait dimanche pour renouveler 20 sénateurs avec totalité Chambre des députés. Donc c'est premier tour élection législative. Ça nous-mêmes nous dit au niveau du gouvernement, nous-mêmes nous parer dans le cadre de réalisation de l'élection. Nous faisons tout ça pour nous faire. Nous continuons de travailler jusqu'à dimanche et même après pour le processus électoral là réussi. Mais quand même, ça qui est plus important, c'est la population. Ça nous met des jeudi, nous met toute population pour la voter parce que c'est important pour même participer dans le vote là. Pour la population déplacer en masse parce que nous-mêmes nous souhaitons que toute participation très élevée dans le cadre de l'organisation de l'élection. Voilà pourquoi que nous saluons en pile appel qu'a lancé par différents secteurs de la population. Nous voyons que évêques catholiques, protestants, avec secteurs de la société civile, mais membres de la communauté internationale, les partis politiques, tout, il y a demandé pour aller voter. Donc c'est ça nous-mêmes nous demandons au niveau du gouvernement. Il faut que les citoyens remplissent devoir à l'occasion de l'élection. Parce que si pas voter, c'est le monde qui a voté pour eux. Donc c'est extrêmement important parce que tout le monde qui a un âge de voter fait déplacement pour aller remplir devoir citoyen dans le cadre de l'élection dimanche. Donc nous-mêmes nous étions optimistes et nous continuer lancer même appel ça à l'endroit de la population. Alors en ce qui concerne la violence, on connaît effectivement qu'il y a des gens qui parlent de violence, il y a des quelques cas qui sont enregistrés à travers le pays, mais nous-mêmes nous demandons encore une fois candidats pour parler à partisans, pour faire connaître que violence pas la donne dans le cadre de l'élection. Nous-mêmes nous voulons une élection qui pour réussir, une élection qui pour faire dans des conditions normales, même ça fait tout partout dans le monde comme si dans les pays normaux que moun fait élection, moun a voté sans problème. C'est ça nous-mêmes nous voulons en Haïti. Voilà pourquoi que nous avons multiplié appel à l'endroit des candidats pour parler avec partisans et nous demandons tout à la population pour comprendre la nécessité pour que l'élection bien déroulée. Encore une fois, nous invitons tout le monde pour participer dans l'élection à remplir devoirs citoyens dimanche. Les électeurs peuvent sortir sans aucune crainte pour leur sécurité dimanche prochain pour aller voter les candidats à la députation et au Sénat, rassure le ministre de la Communication. La police nationale d'Haïti est prête, garantit Rothschild François Junior. Le déploiement des policiers, comme prévu par le plan spécial de sécurité des élections, a déjà commencé. La MINUSTAH se prépare à renforcer la police, informe le porte-parole du gouvernement qui rappelle également qu'en ce qui a trait à la justice, toutes les dispositions ont été prises afin d'assurer le bon déroulement du scrutin. Rothschild François Junior. La police nationale prête. Même été participé semaine ça une grande rencontre qui était déroulée entre le haut état-major de la police et le haut état-major de la MINUSTAH. Il y a un premier ministre Evans Paul qui était là et Mme Sandra Honoré, représentante spéciale là, avec plusieurs ministres du gouvernement qui concernés par la question électorale et la police nationale. Et la MINUSTAH fait connaître que Paris, nous plan sécurité que présentez-nous encore une fois, monsieur fait connaître que Paris pour garantir bonne sécurité dans le cas de l'élection ça. Et la police nationale préciser encore une fois que il ne pas tolérer aucun acte qui va perturber l'état d'avancement processus électoral là, notamment journée électorale à dimanche. Donc, le ministère avec la police nationale, il y a un plan intégré de sécurité pour capable garantir bonne sécurité dans le cadre de l'élection. Et ouais, au niveau de la justice, collègue moi, ministre Casimir, ministre de la Justice, rencontré le commissaire gouvernement, il y a le président CSPJ, honorable Jules Cantable, même qui était lancé des mises en garde à des juges, 10 juges, pour faire travailler correctement, en toute impartialité, dans le cadre de l'élection qui a déroulé dimanche. Pas le prendre pour un candidat ou prendre pour l'autre, mais faire travailler correctement. Ça nous-mêmes nous dit, je ne vais pas tolérer ça et nous mettons pour tout le monde assumer responsabilité. Donc la police nationale paraît, ministère paraît pour capable garantir bonne sécurité dans le cadre de l'élection tandis que la police vraiment c'est leader dossier aujourd'hui et nous fiers quand même de policiers qui prennent remplir devoir au niveau de journée électorale ça. Policiers prennent faire un pile sacrifice, c'est le moment encore une fois pour nous saluer tous les policiers qui commencent à déployer depuis début semaine à travers tout le pays pour capable garantir bonne sécurité dans le cadre de l'élection. Je nous dis sécurité important, la police nationale paraît, ministère paraît, gouvernement paraît, CEP paraît, mais population un rôle extrêmement important pour jouer. Il faut la voter et il faut que l'élection déroule dans la paix et dans la sérénité. Le Conseil électoral provisoire, de son côté, rassure que tout est fin prêt pour la tenue des joutes du 9 août prochain, lors de la dernière conférence de presse de l'institution électorale avant les élections ce jeudi. Le président du CEP, Pierre Luopon, a informé que des matériels de vote ont été acheminés dans des régions reculées du pays. Côté sécurité, M. Opon n'en doute pas et appelle la population à accomplir son devoir civique afin d'élire des sénateurs et députés pour le renouvellement du personnel politique. Les précisions de Pierre Luopon au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Nous parlons pour l'élection dimanche et nous garantissons de voter en toute tranquillité. Nous avons des rapports serrés avec les forces publiques, les forces de sécurité pour dire que jour ça, là, un jour paisible et tout le monde va sortir à voter. C'est pas profiter d'ensemble population, profiter sortir pour la voter. Pour au moins deux raisons. Première raison, c'est que nous avons une responsabilité de choisir le monde qui dirige nous, peut-être nous. Nous avons une responsabilité de choisir le monde qui dirige nous pour nous avoir une option par nous sur qui pays nous voulons.
sur ce type de changement nous pour Haïti. Donc c'est droit nous pour choisir ça et c'est devoir nous pour faire pour payer à lui-même. Une autre raison c'est que bon dans le monde qui pas croire que Haïti a développé, qui pas croire que Haïti a rentré sous la démocratie, qui pas croire que Haïti a renouvelé personnel politique là. Je dis à la montre que c'est pas vrai. Dimanche nous avons en foule dans la discipline à choisir moun nous voulons diriger nous. Donc pour tout peuple qui dit et qui choisit chemin démocratique. C'est lui-même bon côté par la respecter l'engagement. Nous avons garanti un environnement électoral paisible, local disponible, équipement disponible et nous sommes capables de garantir une journée électorale de 6h du matin jusqu'à ce que le centre de vote soit fermé, compte tenu de monde qui est en ligne, la loi électorale. L'Internet, les becs et beds, les SMS et 2 numéros de téléphone, tels sont des moyens mis à la disposition des votants pour qu'ils puissent se renseigner sur leur centre de vote pour la journée du 9 août 2015. Un total de 80 opérateurs de téléphonie mobile opérant en Haïti sont mobilisés à cet effet, selon les précisions du président du CEP, Pierre-Louis Aupon. On l'écoute au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. CEPA permet nous à demander côté pour nous voter dans n'importe qui bed, dans n'importe qui bec ou encore n'après les sous numéro NATCOM 88 28 n'a pas numéro 6 nous y a dit nous qui côté bureau de vote nous ou bien sous NATCOM encore n'a juste font SMS voyez par numéro 8 88 29 n'a écrit numéro 6 nous dans SMS là sans que nous pas mettre ni point ni tirer là-dedans automatiquement il y a bonne adresse côté pour nous voter. Nous avons fait même bagaille pour abonner Digicel. Nous avons fait un numéro de téléphone 88 30 et puis nous avons posé opérateur ou opératrice la question qui côté nous allons voter après pour nous. Ça c'est par téléphone pour Digicel. Ou bien nous avons un SMS par numéro Digicel ça 88 31 et puis nous avons juste tapé tout numéro qui lance nous sans que nous ne mettre ni tiret ni point et puis nous avons dit nous exactement côté adresse bureau de vote nous et nous avons même fait une fois, fait 2 fois, pour ce pas jour matin vote là, pour nous parler dans un point, en l'autre, pour nous dire que nous ne pouvons pas venir sur la liste électorale, parce que pas oublier, c'est sur une seule liste électorale nous nous appuyons, c'est la liste électorale qui affiche l'ensemble de vote côté pour nous voter. Sinon, l'autre côté, il n'est pas là. Nous demandons collaboration de la population, son devoir citoyen, c'est obligation nous pour nous renseigner nous sur côté nous allons voter, et CEPA mettre moyens à la disposition nous pour nous connaître qui côté nous allons voter. Soulignons que le Conseil électoral provisoire a inauguré ce jeudi un centre de presse à l'hôtel Kinam 2 à Pétionville. Grâce au support du programme des Nations Unies pour le développement, l'initiative vise à faciliter l'accès à l'information aux journalistes durant la période électorale, en particulier en ce qui concerne le scrutin du 9 août prochain. L'espace a la capacité d'accueillir 50 journalistes nationaux et internationaux, selon un communiqué du CEP. Il est équipé de plusieurs ordinateurs avec une connexion Internet de 10 MB ainsi que d'imprimantes de plusieurs fonctions et de téléviseurs qui auront à diffuser en boucle ces informations sur les élections. Et sachez que désormais, le centre, bien sûr, sera disponible pour les journalistes. Et puis, le décret électoral, seule boussole des conseillers électoraux, a rappelé encore une fois ce jeudi Pierre-Louis Aupon, le président de l'institution électorale, régissant autour de la recommandation faite par la directrice de l'Office de la protection des citoyens, Florence Elie, demandant au CEP de revenir sur sa décision d'écarter de la course à la présidence le candidat de la plateforme Vérité, Jackie Lumac. M. Aupon a insisté sur le fait que le professeur Lumac avait bel et bien sollicité auprès de la Cour des comptes un certificat de décharge et un rapport à sa gestion de l'administration publique, certificat qui lui avait été décerné, a expliqué le numéro 1 du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Aupon, au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Mais CEP a dit publiquement que lui-même seul boussole ligue ce décret électoral là, et sous cas ça particulièrement, CEP a gagné pour te réponse à vos questions. Il y a un candidat qui fait une application qui déclare la candidature. Décret électoral a demandé pour mon candidat dans poste ça, il faut gagner une décharge lors de gérer fonds publics ou bien lors de donateur. CEP a gagné pour te connaître est-ce que oui ou non candidat ça est assujetti à la décharge. Je comprends. Pour ni OPC, nous l'autre institution, le candidat lui-même, je répondre encore officiellement. CEP a gagné pour répondre à la question ça, est-ce que oui ou non
candidat ça assujetti à la décharge. Institution qui place constitutionnellement pour bailler décharge ça, balle décharge pleine et entière sous la signature du président de l'institution qui est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc nous avons eu réponse à cette question. Était-il oui ou non assujetti à la décharge? Non seulement il y était assujetti, il l'a obtenu sous la signature du président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ce certificat est un document public, il existe, la presse peut se renseigner auprès de la Cour. Est-ce que oui ou non un certificat de décharge a été émis au nom de ce candidat? Maintenant, étant donné que vous me posez la question, j'aurais aimé aussi que vous posiez la question à cette institution. Est-ce que oui ou non, cette institution est au courant que certificat de décharge a été émis au nom de ce candidat, auquel cas il y est assujetti? Le président du Sénat haïtien, Andris Richer, invite les acteurs impliqués dans la réalisation des élections du 9 août prochain à faire preuve de sagesse et de retenue par rapport aux rumeurs, faisant croire que la journée électorale sera émaillée de violence, que le Parlement a besoin d'hommes et de femmes honnêtes, a déclaré le président du Sénat, invitant également les candidats à contribuer au bon déroulement des élections. Andris Richer était au micro de Rossé Antoine et Yvan Saïd. Maintenant, pour ce qui concerne l'organisation des élections en général, je demande à tous les candidats, que ce soit à la députation et au Sénat, ainsi qu'aux partis politiques, les partisans de ces candidats, pour faire preuve de retenue. Pas quitter ça que nous tendons cap dit dans le pays depuis des jours, que pral gen violence, pral gen tuerie, pral gen ceci. Comme Haïti a toujours été un pays à l'avant-garde de la démocratie, à l'avant-garde des libertés, nous avons demandé tout le monde pour faire preuve de sagesse pour que l'élection soit bien passée. Quel que soit nèg qui est élu là, eh bien, je les attends pour que nous puissions mettre sur pied un Parlement qui ne sera pas coupion, comme on a souvent dit pour le 49e que nous sommes là dans l'an, et pour que normalement nous vînes porter espoir à la population. Dans ce sens, je souhaite à tout le monde bonne chance. Je demande à la police d'être vigilant et présent partout sur le territoire national là pour que pas aucun incident grave qui passe. Et en même temps, je dis aux responsables de l'exécutif qui ont une machine pays à nous, on nous fait en sorte que pour qu'il n'y ait pas de dérapage, pour que personne pas joigne aucune occasion pour venir pointer du doigt personne. Le candidat au Sénat pour le département de l'Ouest sous la bannière de Ligue des Saliniennes, Maître Jean-René Senatus, annonce la fermeture de sa campagne électorale pour ce vendredi à Carrefour Aéroport. Jean-René Senatus, connu sous le sobriquet Zokiki, se voit déjà élu sénateur dès le premier tour des élections législatives en se basant sur les résultats des différents sondages qui le placent largement devant ses concurrents. Toutefois, il invite la population à se rendre aux urnes le 9 août prochain pour concrétiser leur intention de vote manifestée à son égard. Jean-René Senatus intervenait au micro de Rossé Antoine et Maxo Joseph. Je dis pas coller papier sous moun, dans kay moun, non pas sale kay moun. On seul côté moi coller un papier, c'est sous Carrefour feuille, me faire retirer et me pral propre parce que nous voulons offrir un leader qui respecte propriété privée moun, qui respecte droit moun, qui respecte droit économique moun. Me dit partisans mio, merci. Mais m'a dit nous, sondage yo dit premier sénateur de l'Ouest. Mais je dis à joie privé dans jour 9 là pour nous transformer intention vote là en vote. Puis on était pour dire ou remel mon pas voter. M'a demandé pour sortir bonheur pour nous voter dans 20 communes qui dans le département de l'Ouest là. C'est pour nous voter bonheur parce que c'est voix qui vote bonheur yo cap compter bonheur. Campagne là après le fermer. La fermer demain si Dieu veut cap vendredi. Moi bail tout le monde rendez-vous dans Carrefour Aéroport pour mal fermer campagne officiellement. Je parle avec tout le monde tout avant l'élection arrivée. Parce que faut m'arriver dans les oreilles tout le monde qui est dans l'Ouest là.
pour me parler avec eux, parce que c'est sénateur pas yo. La presse m'a demandé pour faire passer ça pour moi. Je veux un sénateur de proximité, un sénateur modèle, un sénateur moderne, et c'est devant nous m'a prêté serment, devant la presse, pour me dire à la population, je ne peux pas casser 6 mois. Si je connais les de commissaire gouvernement en nuit comme la journée, 31 06 42 43, je prends le sénateur, lundi matin, ou a joindre moi sous numéro ça 31 06 42 43. Donc tout le monde connaît, mot d'ordre là, c'est voter, rester, veiller. On va encore parler élection. L'unique candidat indépendant à la présidence de 2015 en Haïti, Mario André Sol, a inauguré officiellement ce jeudi son bureau de campagne à Pétionville en présence de son épouse Annette André Sol, de l'ancien directeur de la Radio-Télévision nationale d'Haïti, Pradel Henriquez, l'ancien ministre des Sports, Imler Rebu, et l'ancien chef de cabinet de l'ancien président du Marseille estimé, Gérald Mathurin, ainsi que des partisans et sympathisants du leader Pierre Lunique. Revanche et Rwandi Henry étaient sur place. Suivez leur compte-rendu. C'est sous haute escorte d'agents de sécurité que l'ancien chef de la police nationale d'Haïti, aujourd'hui candidat à la présidence, a investi l'enceinte du nouveau local destiné aux activités de sa campagne électorale. Comme tous ses concurrents, Mario André Sol se propose comme l'unique alternative pour refaire l'image du pays et reconquérir la souveraineté nationale. Ses 3 priorités, l'entente, la justice sociale et l'ordre. Le pays a besoin de stabilité. Le pays a besoin de sécurité, le pays a besoin de sérénité, le pays a besoin de l'ordre, et le pays a besoin de l'ordre. Convaincu qu'il gagnera la course à la présidence, Mario André Sol invite à l'unité, la meilleure arme selon lui pour reconstruire la société dont nous rêvons tous. Moi, j'estime que j'ai assez d'expérience aujourd'hui pour entrer dans la politique. Depuis 1986, dans la bataille pour nous construire une autre société. Et journée aujourd'hui, nous avons végété. D'après moi, fondement l'autre société, ça chita sous tête ensemble. Aux côtés de Mario André Sol, son épouse Annette, l'ancien directeur général de la Radio-Télévision nationale d'Haïti, Pradel Henriquez, et l'ancien chef de cabinet de l'ancien président d'Haïti, du Marseille estimé. Pour Gérard Mathurin, le pays a besoin d'un homme de caractère, un rude travailleur, priorisant la justice sociale. Pour avoir été chef de la police, il connaît le pays dans tous ses recoins, dans toutes ses aspérités. Et il connaît la machine administrative de l'État. Je souhaite qu'il devienne président. Et c'est mon choix et c'est mon vœu. Diplômé de l'Académie militaire, Mario André Sol a dirigé la police nationale pendant 7 ans. Marié depuis 25 ans et père de famille, il est entrepreneur, très connu dans le monde de la mode haïtienne. Aujourd'hui, il est le seul candidat indépendant parmi les 53 retenus par le CEP pour la présidentielle. Autre information, le forum Louverturien de Tabar et l'école de pensée Louverturienne annoncent pour la fin du mois de septembre prochain, soit du 28 au 30, le début de la 2e phase du programme baptisé « Candidat Alcausé avec Diaspora pour aider jeunes Plasli ». Ce programme vise à créer une passerelle de communication entre les leaders, les candidats et la diaspora haïtienne, ont expliqué les organisateurs. La première phase qui concernait les candidats aux législatives du 9 août 2015 a été un grand succès, se réjouissent les initiateurs. La 2e phase du programme vise les candidats à la présidence. Le directeur exécutif du forum Louverturien de Tabar, Valérie Dutreuil, Jacques, était au micro de Rossi Antoine et Max Joseph. Ce programme a pour mission de créer une passerelle de communication entre les leaders et les candidats avec la diaspora en vue d'avoir des interactions réciproques pour des décisions politiques appropriées après les joutes électorales. Et ce programme s'est révélé un succès, malgré le non-financement du secteur privé et public haïtien. Il y a eu seulement Sanco qui avait contribué modestement et nous tenons à la remercier une fois de plus. Les 28 au 30 septembre 2015, la 2e phase du programme aura lieu à Miami, Florida, avec les candidats-candidates à la présidence, des personnalités importantes, des hommes et des femmes d'affaires et autres, laisseront le pays
pour aller prendre part et tous les secteurs sont invités à collaborer pour la réussite de la deuxième phase. À cet effet, ils peuvent entrer en contact avec notre secrétariat au numéro suivant 31 85 96 23 47 88 53 24. Dans le cadre des prochaines joutes législatives et sénatoriales en 2015, le FOLTA et l'école de pensée louverturienne déplorent que le fait que la subvention aux partis politiques ait été accordée tardivement. Santé à présent, présentation ce jeudi par le ministère de la Santé publique des résultats de l'enquête nationale de prévalence des helminthiases intestinales, communément appelées VER, et de planification des activités de lutte contre les géohelminthiases intestinales. L'enquête portait sur les enfants âgés de 5 à 15 ans. Dans les 10 départements du pays, la ministre de la Santé publique et de la Population fait remarquer que la question des parasitoses chez les enfants est une question de comportement. Elle affirme que le taux de prévalence est de 22,1% dans tout le pays, un chiffre qui est très inquiétant, souligne-t-elle, malgré les différentes campagnes implantées par le ministère. Florence Duperval-Guillaume était au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Généralement, là, nous avons un chiffre, nous comprenons ces chiffres-là. Mais ces chiffres-là, c'est pour analyser, pour les parler de lui-même. Pour nous, ces chiffres-là, qui ça que nous avons fait à partir de chiffres-là? Parce que chaque chiffre nous en matière de santé, c'est monde qui traduit. Donc, résultat inquiétant. Il y a un progrès qui fait, c'est vrai, par rapport à la quantité de gagnants, mais il y a des départements, malgré que nous faisons semaine de l'enfant, malgré l'argent dépassé, il y a des départements côté lutte contre le verre, car Timoun n'a pas fait. 80% de Timoun, par contre, qui j'en prend verre. 80% de Timoun, par contre, ça pour faire pour éviter de prendre verre. Donc ça veut dire, nous allons former professeurs, surtout des docteurs des hommes dit ça, nous avons obligé de former professeurs. Pour que les professeurs, c'est ça que fait nous font alliance avec l'éducation nationale. Pour apprendre Timoun, lui permettre que Timoun tout à faire l'éducation de la famille. Donc c'est ça que nous avons cherché à faire. C'est une lutte de longue durée et parallèlement, il faut que l'autre monde qui marche avec nous. Ce n'est pas l'éducation nationale seulement. Il faut que le ministère des Travaux publics à travers DINEPA. Il faut de l'eau là. Par exemple, nous, il y a de l'eau de pluie. Il y a un côté, c'est de l'eau de pluie que l'on prend, ou bien de l'eau de pluie, comme si puis on fouille. Il faut qu'on contrôle qui fait. Il faut que les gens aient une culture de acheter maintenant de l'eau pour détruire les œufs verts. Le représentant de l'OPS-OMS en Haïti, Jean-Luc Poncelet, dans son intervention lors de la présentation du rapport d'enquête nationale de la prévalence des vers par le ministère de la Santé publique ce jeudi, a souligné que l'accès aux médicaments vient toujours un peu tard dans le cadre de la lutte contre les vers chez les enfants. Jean-Luc Poncelet croit que l'enquête doit servir de guide aux agents sanitaires. Jean-Luc Poncelet. Notre collaborateur, cette enquête devrait pouvoir servir de guide tout au long de vos réflexions, permettant, j'en suis sûr, d'augmenter encore l'efficacité des mesures prises dans le pays, de veiller à pouvoir redoubler les efforts, pour pouvoir diminuer de manière significative ces helminthiases dans le pays. L'autre et le dernier aspect que l'OPS voudrait vraiment travailler avec force, avec les participants ici, les amis de la presse, mais surtout avec les autres secteurs dont certains ne sont malheureusement pas présents aujourd'hui, mais qui sont essentiels dans ce combat. Et je veux travailler principalement des déterminants de ces géohelminthiases, donc les facteurs causaux de cet aspect-ci. Nous avons mentionné la DINEPA, mais il y a d'autres acteurs extrêmement importants pour permettre un accès à l'eau potable. Bien sûr, comme disait notre maître de cérémonie, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Un financement adéquat qui permettrait de financer cet accès à l'eau potable et à l'assainissement. Il y a également tout l'aspect de l'éducation, l'aspect des collectivités locales, non seulement par les marchés, mais à la responsabilité civile. Et donc il y a énormément de ministères qui ont une responsabilité à pouvoir diminuer ce fardeau, car à la fin, le ministère de la Santé se retrouve à charge de régler quand la maladie est présente. Dossier éducation vers l'amélioration du taux de réussite aux examens du baccalauréat. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé ce jeudi une journée de travail avec les directeurs des écoles publiques et privées du département de l'Ouest, initiée autour du thème « La performance des écoles aux examens du bac 2015 dans l'Ouest ».
L'objectif principal de cet atelier est de réfléchir sur les causes des échecs au bac en vue de définir de meilleures stratégies pour augmenter le taux de réussite présent à cette activité. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Reynold Telfort, a promis de faire le suivi des réflexions dégagées de cette journée de travail. Ces propos ont été recueillis par Michi Alexis et Fézé Mathieu. Chaque directeur là, qui peut rentrer dans l'analyse donnée, l'analyse faiblesse, l'analyse force, dans l'école l'IA, qui discipline que les élèves n'ont pas performé du tout, et on va sortir en plan de l'école pour amélioration performance dans la discipline. C'est pas un manque de qualité au développement, c'est un manque à cause des faibles taux d'échec ça. Bon, dans une opération, nous avons fait un sondage avec eux. Pour eux-mêmes, ils ont analysé les résultats. Ils pourraient sortir des éléments qui expliquent ça. Parce que si c'est nous pas capables de nous-mêmes pour nous dire mettre tel élément, mais l'on prend différents acteurs ça, qui ont une opinion, et puis nous pourrons récupérer l'opinion pour nous regarder en fait qui ça pour qui expliquer. Fait à l'intention des directeurs de lycée et nous gagnons quelques directeurs d'école privés qui là. Des responsables d'école, tant publics que privés, du département de l'Ouest ont applaudi l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle visant à améliorer les résultats du baccalauréat. Selon le directeur du collège Katz-Pressoir, Guy Etienne, il est important de savoir où se trouve le problème empêchant les bacheliers de réussir. Pour sa part, le directeur du lycée Jérémy Eliazer, Eric Eliazer Joseph, dit espérer que cet atelier apportera des résultats positifs sur le long terme. Tour à tour, leur déclaration au micro de Michli Alexis et Fézé Mathieu. Nous recevons l'invitation du ministère de l'Éducation nationale pour venir participer à l'atelier qui pour nous sont très bel atelier, sont très belle initiative parce que il temps pour nous connaître exactement qui s'est posé comme problème pour capable permettre candidat de réussir pour améliorer le taux de réussite dans l'examen d'État. Et donc c'est dans le cadre de ça que moi là matin, sous invitation ministre personnellement. Initiative que le ministère prend pour réunir directeur de l'école sous taux de réussite élève par matière pour nous réfléchir sur qui ça qui cause échec. Parce que il y a un problème que nous avons en Haïti, chaque année il y a un taux d'échec au niveau examen d'État qui est inacceptable. Et chaque année, le taux d'échec, ça, c'est augmenter là pour augmenter. Donc, il est là pour responsable l'État, prendre responsabilité pour dire en nous qui ça pose problème là et qui je nous pourra corriger le problème ça. Et n'a pas attendu surtout que c'est pas un atelier en un jour, mais c'est un atelier pour toujours. Puisque une fait un atelier aujourd'hui là, c'est pas un suivi qui fait, pas de moyens, pas de méthode, pas de continuité. Donc, je pense que en fait c'est peut-être c'est dur, mais ce sera de la plus fantaisie. L'actualité à l'étranger, les familles des victimes en France, en Chine, de la disparition de la Malaysia Airlines n'ont pas caché leur frustration en ce qui concerne la déclaration contradictoire sur la découverte de débris d'avions retrouvés à La Réunion. Prétextant que l'aile d'avion est celui du Boeing 777, les familles expriment de sérieux doutes sur les certitudes du Premier ministre Kuala Lumpur. Elles demandent une enquête plus approfondie. Reportage Euronews. Les familles des victimes du vol MH370 ont accueilli la nouvelle des débris trouvés comme une épreuve supplémentaire. Pour certaines familles chinoises qui ont trouvé porte close chez Malaysia Airlines à Pékin, la douleur est encore trop grande. Qu'est-ce que ça signifie un si petit morceau par rapport à un avion de 230 tonnes? Ils se fichent de nous ou quoi? C'est quoi leur but? Que nous acceptions les compensations financières? Ça, jamais. Nous allons demander au gouvernement malaisien et à Malaysia Airlines de nous aider à aller sur l'île de La Réunion. Nous allons aller sur site pour vérifier nous-mêmes. Nous ne croyons pas une seule de leurs paroles, ce ne sont que des mensonges. À Kuala Lumpur, siège de la compagnie malaisienne, certains se sont réjouis de cette découverte, mais ils attendent beaucoup plus. Ce n'est pas la fin. Ils ont trouvé quelque chose, d'accord, mais ce n'est pas la fin. Il faut encore qu'ils trouvent tout l'avion et nos proches aussi. Nous voulons toujours les retrouver.
La grande majorité des passagers étaient chinois et malaisiens. Et les familles des 239 personnes toujours portées disparues attendent de pouvoir commencer leur travail de deuil. Inauguration de l'élargissement du canal de Suez en grande pompe par le président Abdel Fattah al-Sisi qui dirige l'Égypte d'une main de fer en présence du président français François Hollande. L'objectif de ce projet, comprenant l'ouverture d'une nouvelle voie doublant sur 35 km, soit un cinquième de sa longueur totale, il doit faire passer les revenus de 5,3 milliards de dollars à 11,7 milliards en 2023. Détail avec Euronews. L'élargissement du canal de Suez a été inauguré ce jeudi en grande pompe par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Dans son uniforme de maréchal à la retraite, l'ex-chef des armées a conduit la parade navale à bord du même yacht qui avait inauguré le canal en 1869. Les 3 premiers avions de combat Rafale achetés à la France ont pris part au défilé aérien, ainsi que des F-16 américains. Plusieurs chefs d'État étrangers ont participé à la cérémonie, dont le président français François Hollande. Aucun haut représentant américain n'était présent. L'Égypte n'a pas seulement présenté ce projet cette année ou ces 2 dernières années. Pour être exact, l'histoire se souviendra que l'Égypte s'est levée contre l'idéologie extrémiste la plus dangereuse, a déclaré le président égyptien. Si les terroristes contrôlaient ce territoire, ils le mettraient à feu et à sang. Les travaux ont permis l'ouverture d'une nouvelle voie doublant le canal sur 35 km, soit un cinquième de sa longueur totale. Cette nouvelle voie doit à terme permettre le doublement du trafic journalier du canal à l'horizon 2023. Tomislav Salopek, un otage croate âgé de 30 ans, déclare que ses ravisseurs le tueront dans 48 heures si des femmes musulmanes détenues dans des prisons égyptiennes ne sont pas libérées. Il a fait cette déclaration dans une vidéo attribuée à la branche égyptienne de l'organisation État islamique. Tomislav Salopek travaille dans un groupe français de services pétroliers CGG. Plus de détails avec Euronews. L'inquiétude grandit en Croatie alors que l'organisation État islamique a menacé d'exécuter un Croate enlevé en Égypte. L'homme est salarié d'un groupe français de services pétroliers, CGG. Dans une vidéo postée sur Internet, il apparaît au pied d'un homme cagoulé affirmant qu'il sera exécuté dans 48 heures si l'Égypte ne libère pas des détenues musulmanes. C'est terrible, réagissait cette résidente à Zagreb. Il s'agit d'un jeune homme, il a 2 enfants, cela me choque. Je ne sais pas comment cet homme pourrait être aidé. Je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas l'aider? Est-il possible de l'aider? Cela me désole ce qui s'est produit, a ajouté ce Croate. Mais d'un autre côté, ce n'est pas si inhabituel. Ce n'était qu'une question de temps. Il y a beaucoup de Croates qui travaillent dans des zones qui sont devenues très risquées. Les djihadistes ne précisaient pas quand le compte à rebours commençait dans leur vidéo, dont l'existence a été révélée mercredi. Le Croate, qui s'appelle Tomislav Salopek selon les médias, aurait été kidnappé le 22 juillet dans la banlieue du Caire. Dernier rappel des titres de l'actualité. Victor Benoît répond à l'appel à la démission de son parti pour protester contre des bavures du président Martelly. Le social-démocrate a quitté son poste de ministre des Affaires sociales ce jeudi. Plus que 48 heures avant la tenue du premier tour des législatives en Haïti, le gouvernement, le CEP et le Sénat tentent de rassurer face aux inquiétudes liées à la sécurité et invitent les électeurs à prendre le chemin des urnes. Le ministre de la Santé publique inquiet face au taux d'enfants infectés par des vers intestinaux qui affectent entre autres leur capacité d'apprentissage, comme le révèlent les résultats de l'enquête nationale de prévalence des helminthiases intestinales. La piètre performance des écoles du département de l'Ouest aux examens du bac 2015 préoccupe les responsables du ministère de l'Éducation nationale. Ils ont discuté avec des responsables d'écoles publiques et privées en vue de trouver les raisons et solutions aux problèmes. À l'étranger, contradiction dans les déclarations sur la découverte de débris d'avions retrouvés à La Réunion. Les familles des victimes de la disparition de la Malaysia Airlines ne cachent pas leur frustration. Et puis, inauguration en grande pompe de l'élargissement du canal de Suez par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi.
Ce projet doit faire passer les revenus de 5,3 milliards de dollars à 11,7 milliards en 2023. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télésignal.